me suis retrouvée face à une femme consommatrice de drogue, sous traitement de méthadone, et j'étais dans une équipe de terrain, de première ligne, qui était hyper méfiante avec cette femme, et qui, d'autre part, quand je l'accompagnais, par exemple, à la pharmacie, le pharmacien la traitait d'une manière qui me saisissait. J'y connaissais rien, et ça m'a un peu fait ouvrir des yeux et développer ma curiosité en matière d'usage de drogue, et de comprendre ce qui plombait comme ça les relations, où était cette stigmatisation, ce qui se passait que je ne comprenais pas en fait. Vinciane Sallier, je suis cofondatrice et directrice de l'ASBL iCare, et donc nous on travaille sur des questions d'accès aux soins et de promotion de la santé en milieu fermé, mais actuellement uniquement sur le milieu carcéral. C'est des histoires de rencontres en fait, de discuter avec d'autres personnes qui sont face au même constat, et de se dire tant que la santé en prison dépend toujours de la justice, on en parle très peu d'abord, enfin c'était aussi il y a 5-6 ans, on en parle plus maintenant, et c'est comme si c'était l'affaire de la justice et point quoi, c'est vraiment un monde à part, un milieu à part qui est peu interrogé en matière de santé. Et donc a émergé l'idée de voir ce qu'on pouvait faire de spécifique en termes de santé globale, et de se rendre compte aussi qu'on ne voyait pas sur quelle association existante s'adosser finalement pour pouvoir développer ce type de projet. Et donc c'est comme ça qu'on a créé l'ASBL en 2015, en se disant qu'on voulait travailler vraiment sur la santé au sens très large, l'accès aux soins, mais aussi la promotion de la santé physique comme psychique, et de voir comment est-ce qu'on pouvait être laboratoire d'innovation en créant des projets parfois un peu décalés, et surtout en essayant de garder un fil qui est très très difficile à tenir, c'est-à-dire celui de travailler en interne et essayer de faire changer des choses en interne, travailler sur l'environnement, mais en même temps avoir une vraie mission de plaidoyer au niveau politique. Et les deux à la fois, ça nous demande quand même de rester sur un fil assez complexe encore aujourd'hui, mais c'est vraiment ça qui a fait émerger l'intérêt du projet. On veut bien travailler dans l'accompagnement des personnes, mais il faut en même temps qu'on mette quelque part notre pierre à l'édifice d'un changement plus profond. Il y a quand même beaucoup d'injustices, beaucoup de violences, beaucoup de choses qui ne sont pas dites ou qui ne peuvent pas se dire. Ça, c'est de manière générale sur le carcéral. C'est comme la loi de l'arbitraire, quoi, à tous les étages. Et maintenant, du côté des femmes spécifiquement, c'est leur parcours de vie qui vraiment sont extrêmement touchants, parce que, en fait, face à la plupart d'entre elles, on se dit que si on avait le moindre morceau de leur parcours, on serait peut-être à la même place qu'elles. Peut-être. Il y a quelque chose, en tout cas, de saisissant, je vais dire, en matière de parcours, de violence, de situations qui, pour certaines, sont dignes de films, mais qu'on n'avait pas imaginé voir, dans la vraie vie. Et donc elles ont quelque chose de très touchant en fait à ce niveau-là. Elles sont peu nombreuses, c'est 4%, un peu plus de la population carcérale en Belgique, et peut-être, je crois que c'est 7% au niveau mondial. Mais leur situation, déjà chez les hommes, il y a quand même beaucoup de choses inquiétantes, problématiques, avec des parcours très chaotiques. Mais les femmes en particulier concentrent en fait des comorbidités, des problématiques psychiques et physique, et des parcours de vie faits de violence entre autres, qui sont très marquantes. On n'arrive pas par hasard non plus jusque dans le milieu carcéral. Et donc à travers leurs histoires, on en a vu plusieurs centaines maintenant, des femmes en prison. Ce qui me reste surtout, c'est ça, c'est leur parcours finalement, et tout ce qui s'est passé avant leur moment de détention. Quand elles demandent ou qu'elles acceptent une rencontre, parce qu'on va plutôt vers elles et on n'attend pas qu'elles demandent une rencontre, ce qui ressort en premier, c'est très rarement des questions de santé, parce qu'elles sont en souci par rapport à la compréhension de la détention, de comment ça fonctionne dans un milieu qui leur donne finalement peu d'informations, parce qu'elles ont des inquiétudes pour leur entourage. Oui, c'est vraiment de cet ordre-là, je dirais, en premier lieu. Et par la suite, ça vient vraiment progressivement. Les questions de santé arrivent parfois tard, parce qu'en fait, elles ont aussi souvent, pas toujours, mais une estime d'elles-mêmes qui est très faible, très basse. Et donc, ça veut dire aussi que je ne vaux pas la peine, quelque part. Donc, demander des soins, demander une aide, déjà, il faut savoir le formuler, se dire qu'on en vaut la peine. Et donc, c'est tout un chemin. Et quelque part aussi que la confiance prend du temps.
Et il y a quelque chose de différent, en tout cas dans nos approches actuelles, notre petite expérience de quelques années là, entre ce qui peut se faire du côté en général aussi. À nouveau, je suis vraiment sur les grandes lignes chez les hommes et chez les femmes. Et la confiance parfois vraiment prend un temps important. Donc certaines d'entre elles vont refuser un premier, je veux dire une vraie rencontre en cellule, mais par contre elles vont dire bonjour si on les croise dans un couloir, et ça vient parfois en 3 mois, 6 mois avant que vraiment elles commencent à ouvrir quelque chose et à oser se raconter quelque part. Et donc ça, c'est vraiment une approche qui doit se faire en douceur et qui est liée aussi à leur parcours ou à leur expérience carcérale, tout simplement. Selon les études, on dit plutôt qu'elles ont des consommations plus importantes que les hommes en prison, mais ça c'est des chiffres. Aujourd'hui, nous on ne le voit pas vraiment, mais elles mettent aussi beaucoup plus de temps à parler de leur consommation. Et donc peut-être qu'on passe à côté, tout simplement. Peut-être que c'est nous qui devons encore trouver la manière d'approcher cette question de consommation. On sait que la consommation chez les femmes est quand même nettement plus stigmatisée, qu'il y a aussi des enjeux autour de leurs enfants qui parfois prennent aussi plus de place, des questions de garde, etc. Et donc le fait qu'elles déposent quelque chose autour de leur consommation est plus complexe d'approche. Donc nous, on a plus de facilité, on va dire, dans l'approche des consommations des hommes en détention que des femmes. Après, sinon, c'est ça va de consommation d'héroïne, de cocaïne, de cannabis, enfin un peu tout ce qu'on peut retrouver ailleurs, et c'est pas forcément la raison évidemment de leur incarcération. En tout cas, il n'y a pas forcément de lien entre les deux. Et après, on a rencontré quand même pas mal de femmes aussi qui sont là en tant que, comme on dit, mules ou boletas, ou il y a plein de mots pour ça, de celles qui transportent en fait des drogues et qui arrivent d'Amérique latine, d'Angleterre, parfois des Pays-Bas, et qui étaient conscientes ou pas d'ailleurs de transporter, ou qui s'imaginaient qui n'avaient rien vu dans leurs affaires en disant bon, peut-être que c'est au retour que j'aurais transporté, et qui se font capter à l'aéroport et qui se retrouvent là en prison pour 3-4 mois, parfois un peu plus, et qui ont laissé famille, enfants, etc., parfois en imaginant partir une semaine. Je fais un aller-retour et comme ça je vais pouvoir rejoindre les deux bouts. Donc il y a quand même quelque chose autour du financier, en fait, des moyens financiers qui leur manquent, qui les poussent à agir de telle façon, ou à se dire ok, on m'a dit c'est juste un voyage et puis je reviens et puis c'est fini, des choses comme ça qui les amènent aussi en prison. Donc là on voit vraiment ce volet là qui peut être important, et d'autres qui sont dans des consommations depuis longtemps et qui ont tout un parcours avec une précarité très très importante, et qui parmi les 1000 déboires de la vie se retrouvent à un moment en prison pour des raisons parfois de vol ou autres. Mais en fait les femmes en prison, il y en a peu, et souvent quand elles sont là, donc je disais au niveau des pathologies, il y a des choses beaucoup plus lourdes, c'est pas les premières venues, et aussi les faits parfois qui les amènent en prison aussi sont très importants. On voit moins de petites peines, de situations on va dire plus légères que ce qu'on retrouve. Donc ça c'est aussi des situations très particulières. On en voit quand même régulièrement qui sont là pour infanticide. Enfin ça pose toutes ces questions qui sont quand même des problématiques de santé mentale souvent, et des problématiques familiales qui sont importantes. Donc je sais pas si mon regard d'aujourd'hui, et donc aujourd'hui nous on travaille dans un établissement pour femmes, et d'ailleurs on va démarrer maintenant dans 3 autres, ce qui va nous donner une vision beaucoup plus large des questions, je veux dire femmes et prison, femmes en prison et consommation des femmes en prison. Mais de la petite vision que je peux avoir maintenant, je vois pas des choses très très particulières non plus sur ces consommations de drogue des femmes. On dit prison pour femmes, mais c'est absolument pas des prisons pour femmes, c'est des prisons pour les hommes, pensées sans doute et conçues par sans doute et pour des hommes, et dans lesquelles on a incarcéré des femmes. Et ça c'est vraiment très marquant. Ce n'est pas pensé, je parle architecturalement parlant, ou des besoins spécifiques, ou des besoins au niveau du service médical ou autre. Ce n'est pas pensé pour les femmes. Et ça c'est vraiment une problématique qu'on rencontre au quotidien à travers pas mal d'éléments qui font dire qu'il y a vraiment aujourd'hui quelque chose à penser en termes de genre et prison. La première chose qui me vient, c'est justement le soutien familial, réseau social et autres, qui est
souvent plus pauvre que celui des hommes. Les femmes, une fois qu'elles sont en prison, elles sont pas forcément soutenues en fait par leur réseau extérieur, et c'est d'ailleurs visible. Il suffit de voir les visites en prison, femmes ou hommes. Voilà, on va voir chez les hommes des femmes qui arrivent avec du linge, avec d'autres choses. Enfin, il y a tout ce soutien qui est beaucoup moins présent. Donc elles ont moins, on va dire, de soutien extérieur. Donc elles vont mobiliser quelque chose en interne de l'ordre de, j'allais dire d'amitié, parfois d'amitié passagère, mais de quelque chose de comment on peut se soutenir les unes les autres, ce qui n'empêche pas l'existence de clans, de difficultés et de formes aussi de violence entre elles, évidemment. Mais il y a quelque chose qui se passe dans un soutien, des unes et des autres, de relations parfois de couple, si je peux dire ça comme ça, parfois passagère, mais quelque chose de on va tenir ensemble. Elles sont aussi souvent deux dans une cellule ou parfois plus, et donc il y a des choses qui s'aménagent, des choses qui se créent avec aussi parfois autant de difficultés que ce qu'on peut voir chez les hommes, évidemment, dans cette cohabitation forcée. Mais on voit des gestes, en tout cas, autour de formes de solidarité. Je pense à il y a un étage où il est possible de cuisiner par moment, enfin selon les étages, c'est pas le même régime. Et nous, on travaille au préau. Donc dans le préau, on est face évidemment à ce qui se dit, ce qui se passe, j'ai envie de dire au trafic. C'est quand même le lieu où il y a seulement des personnes détenues et personnes d'autres, justement. Et je me souviens de cette fois où il y avait des femmes du deuxième étage qui avaient caché les crêpes sous leurs vêtements parce qu'elles savaient très bien que les femmes du zéro, comme on dit, n'en avaient pas. Et donc il y a des choses qui se créent en termes de solidarité, qui sont interdites, parce que le don reste interdit, mais qui peut se nouer, qui peut se créer, qui peut permettre quelque chose qui fait tenir. Après, on voit aussi tout l'inverse, de celles qui restent très isolées, qui veulent pas sortir, même au préau, qui sortent jamais, en fait, de leur cellule, ou presque, parce qu'elles disent, mais le préau, c'est l'endroit des cancans, c'est l'endroit où on va dire plein de trucs sur mon dos, je veux pas aller là-bas. Mais je trouve quand même qu'il y a des moments où on le voit dans ces liens qui sont tissés, dans ces gestes physiques entre elles, et pour ceux qu'on en connaît, en tout cas, tout ce qui touche à cette proximité physique, voire à l'homosexualité, n'est pas du tout problématique. Chez les femmes, là où dans une prison pour hommes, c'est la dernière chose qui peut se dire, c'est le tabou complet, parce que c'est très risqué en fait de parler de ces choses-là. Mais il y a quelque chose qui se dégage de différent, en tout cas, de ce côté-là. Donc elles peuvent mobiliser quelque chose dans ces ressources-là. Après, c'est tellement variable. Il y a celles qui vont aller vers les activités, qui vont essayer de voir un maximum de monde, qui vont faire appel à différents services externes pour justement être soutenues de tous les côtés. Et puis il y a celles qui ne font rien, ne disent rien, d'une cellule à l'autre aussi. Pour nous, c'est très important de travailler en cellule parce que ça permet déjà de leur donner la possibilité d'accueillir. Et accueillir, c'est quelque chose normalement, qu'elles ne font plus vraiment. Et donc, frapper à la porte d'une cellule, un agent pénitentiaire ouvre la porte, et elles peuvent dire oui ou non. Et elles peuvent dire non, et elles savent assez vite qu'elles ont la place de le dire. Et après, elles peuvent offrir une chaise, au mieux offrir un café. Et donc, on leur redonne quelque chose dans cette possibilité d'accueil et de pouvoir d'agir. Et je pense à ça parce que, en fait, on voit très vite comment une cellule peut être investie ou pas. C'est pas qu'une question de moyens financiers, et c'est aussi comment je m'installe ou pas dans cette incarcération. Donc, est-ce que je vais afficher quelque chose sur le petit tableau sur lequel il est possible d'afficher, parce que les murs, sinon, c'est interdit. Il y en a qui vont jusqu'à avoir leur housse de couette, et puis d'autres, on verra, sans exagérer, j'ai cette image de 2 calendriers, et puis les cigarettes, et puis le cendrier, et puis rien, quoi. C'est le vide total. Alors, c'est des questions de réseau, mais c'est aussi des questions de comment on investit l'espace, comment on remet quelque chose de soi dans cet espace. Et donc, cette mobilisation de leur réseau, je dirais, très, très variable. Il y en a qui vont à des cours, il y en a qui vont faire un peu, de sport autant que possible. Il y en a vraiment, c'est un petit peu de tout. Donc, je trouve que c'est pas facile à vraiment résumer. Après, c'est des femmes qui sont là avec leurs enfants, puisque c'est autorisé jusqu'aux 3 ans des enfants. De nouveau, franchement, la prison n'est pas faite pour. Donc, c'est des enfants qui se retrouvent là au milieu.
déjà avec leur propre mère, mais au milieu des autres femmes. Parfois, ces autres femmes, elles sont elles-mêmes en manque de leurs enfants ou d'enfants en général. Donc, c'est des enfants qui se prennent quand même en même temps beaucoup de soins, mais en même temps qui sont un peu parfois des objets, voilà, pour les autres, des objets de compensation par rapport à tout ce manque affectif, et donc ils ont quand même une place particulière. Oui, donc c'est vraiment variable, mais on est très souvent étonné de leur ressources, de leur capacité d'adaptation, j'ai envie de dire, et de pouvoir à un moment être dans une forme, pas forcément d'acceptation de l'incarcération, mais en attendant en faire quelque chose, et de voir comment est-ce qu'elles peuvent retrouver une forme de joie, une forme de se dire ok, qu'est-ce que je fais de ce moment-là et comment je ne le subis pas complètement et j'essaye de recréer quelque chose pour moi en termes de liens, mais les liens c'est très, très éphémère aussi, il y a celles qui sortent, il y a tout ce qui se passe, si on change de cellule, et tous ces éléments-là fait que tout ça reste très très complexe et voilà. Il y a l'aspect physique des choses, je veux dire, autour de la précarité menstruelle, par exemple, qui est très très important. Donc, on parle de plus en plus de la précarité menstruelle à l'extérieur, chez les étudiants, dans l'ensemble de la population, et de ses besoins spécifiques. Et en fait, nous, surtout en travaillant cellulaire, on a pu réaliser qu'il y avait des besoins non rencontrés autour de cette question de précarité menstruelle. Donc, la façade, c'est que l'administration pénitentiaire met à disposition des protections périodiques, mais le matériel qui est donné et la manière dont c'est donné, c'est-à-dire à la demande, à un agent ou une agent pénitentiaire qui va donner selon son bon vouloir, qui peut être très très bien, mais aussi parfois beaucoup plus difficile, 2-3 protections, et ce professionnel va parfois décider d'en donner 2-3 parce qu'il va estimer que ce sera suffisant. Donc tout ça dans des rapports de domination quand même qui sont clairement là entre agents et personnes détenues. Et donc il y a toute une problématique autour de quel matériel donner, dans quelles conditions, à quel prix, parce qu'elles peuvent aussi en acheter, mais le matériel qu'elles achètent est bien à des prix bien plus élevés que ce que toi et moi on peut acheter nous à l'extérieur, et donc il y a vraiment des problématiques d'accès à du simple matériel en termes de protection périodique. Pareil sur papier de toilette, où on a des problématiques aussi. Donc il y a toutes des choses de base comme ça qui sont clairement pas rencontrées. Après il y a le volet soins médicaux, et là je pense toujours sur cette santé physique de type accès au gynéco qui existe mais qui est quand même un peu limité, et surtout dans des très mauvaises conditions. On voit un service médical dans lequel dans la même pièce il y a de la consultation et une table de gynécologie, et il est déjà arrivé qu'il y ait aucune frontière et que tout le monde soit là en même temps avec une femme là au milieu qui est censée écarter ses jambes. Des trucs assez hallucinants en termes d'une violence en fait autour de leur intimité, des femmes, le nombre, j'ai pas de chiffres évidemment, celles qui ont subi des viols et autres, fait que c'est aussi une approche de femmes qui sont quand même très abîmées dans leur parcours. Donc simplement une chez qui on va suspecter qu'elle a caché justement des drogues et on va passer un détecteur de métaux jusqu'entre ses jambes, c'est violent en fait, parce que c'est très difficile à vivre, surtout quand elles ont subi des viols. Donc on a des situations comme ça qui ne sont pas adaptées à leur vécu dans leur chemin de vie, mais aussi à leur situation de femme, du côté aussi d'un accès inexistant à une prévention des dépistages, cancer du sein et autres, qui est quand même très peu présent aussi. Sur le volet santé, je dirais psychique, toujours difficile de séparer le tout, mais il y a aussi toute cette part, je disais que ces femmes sont particulièrement avec des problématiques importantes, et donc il serait nécessaire de pouvoir avoir un accompagnement, je dirais plus important, en tout cas de manière très très rapprochée de ces femmes, selon évidemment ce qu'elles souhaitent. Et donc je pense qu'il faut renforcer l'aide psychosociale en général, ça c'est un élément en tout cas important. Après, comme elles sont peu nombreuses, souvent dans les établissements c'est une aile de la prison, et les choses ne sont pas forcément prévues pour elles, même en termes d'accès aux formations, accès au sport, accès à... Le petit nombre les rend minoritaires forcément, et cette minorité fait que
que l'accès à toute une série d'activités est parfois beaucoup plus limité. Donc ça, c'est un élément, je pense, supplémentaire. Et puis, je pense dans leur manière de vivre ensemble et de leur possibilité de vivre ensemble, je pense qu'on devrait repenser l'incarcération sous ce regard de genre qui permettrait évidemment une autre façon de pouvoir les approcher. Sans compter des choses très pratiques. Quand elles sont au préau, c'est 1 heure le préau, il n'y a pas de toilette. Et donc voilà, quoi qu'il se passe, elles n'ont pas accès aux toilettes. Alors c'est la même chose souvent chez les hommes, voilà, mais on sait bien, c'est comme les toilettes publiques, voilà, parfois les besoins sont plus importants et qu'il y a toujours moyen aussi pour un homme de se dire je vais dans le coin et voilà, et c'est discret, ce que les femmes ne peuvent pas. Et donc c'est toute une série de choses qui va sur leurs besoins spécifiques de leur voilà, en termes de santé mentale et de leur parcours de vie, sur les questions par exemple de violences faites aux femmes, je reviens beaucoup là-dessus, mais vu tout ce qu'elles ont subi, on devrait vraiment travailler cette question des violences, ces questions de couple, ces questions du consentement. C'est vraiment le moment, c'est trop tard quelque part, mais c'est jamais trop tard, c'est très tard de pouvoir le faire et penser vraiment à comment est-ce qu'on peut les accompagner spécifiquement. On a quand même des histoires face à nous, je pense, voilà, c'est évidemment les histoires les plus lourdes, sans doute que j'ai en tête à la minute, mais j'entends encore cette femme qui dit que elle était adolescente, elle était sur les routes d'Europe avec son père camionneur, elle était abusée par son père, et un soir il l'a joué au jeu, il l'a perdu, et il a donné sa fille, donc voilà, au gars avec qui il jouait. Et voilà, face à des histoires comme celle-là, évidemment, on se dit, mais ces femmes, elles ont un tel parcours qu'il y a vraiment quelque chose à faire de spécifique. Quand vous avez une femme de 75 ans qui vous dit ici, en prison, je rencontre la bienveillance et le respect, et dont le seul rêve, c'est d'aller passer une journée à la mer à Ostende, parce qu'elle n'a pas pu, parce qu'elle vivait sur une paillasse dans la cuisine, dans sa maison, depuis 50 ans, voilà, dans une forme de violence conjugale très très forte. On se dit quand même qu'au-delà, là je parle même pas des faits pour lesquels elles sont incarcérées, peu importe, c'est voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui les amène à vivre voilà, ce qu'elles vivent et comment est-ce qu'on peut les accompagner dans une logique de réinsertion. Et on le voit très très fort sur les aspects consentement. Je pense à une autre qui disait « Ah, mais ma sœur m'a trouvé un gars, j'ai obtenu qu'il vienne en visite et il m'a écrit qu'il allait m'embrasser. » Et au moment où ma collègue lui dit « Mais et vous avez envie en fait qu'il vous embrasse ?» Et là, elle est toute surprise en se disant « Mais elle sait pas poser la question. » Pour elle, elle dit « Mais moi, je sais pas comment c'est les relations normalement et je peux parler de ça avec personne. Et sûrement pas avec mes sœurs, avec ma mère et encore moins que les autres femmes détenues. » Et donc, ça a commencé à réfléchir. Au fait, c'est vrai, c'est à moi. Est-ce que j'ai envie qu'il m'embrasse? Et tous ces aspects-là, voilà, on peut avoir une vision, et c'est mon cas, de l'incarcération pour 95% des personnes n'a aucun sens. Et qu'il y a plein d'autres choses à mettre en place. Mais en attendant, une fois qu'elles y sont, puisque le système est ce qu'il est aujourd'hui, pourquoi on ne profite pas quelque part de ce temps prison qui est quand même un temps suspendu, un temps où ces femmes sont là, disponibles H24, ce qui est quand même beaucoup moins le cas si on prend l'équivalent de femmes qui ont les mêmes facteurs de vulnérabilité à l'extérieur, comment est-ce qu'on peut les accrocher, les voir, etc. Là, elles sont là. Et comment on peut utiliser ce temps pour les accompagner, renforcer leur pouvoir d'agir, renforcer leurs compétences psychosociales, leur donner, voilà ce qu'il disait à un moment notre superviseur, de dire mais en fait vous leur prêtez votre appareil à penser, comment réfléchir avec elles à ce qu'elles sont en train de vivre. Si elles sont en prison, pour certaines d'entre elles, c'est qu'elles ont aussi été dans quelque chose de l'agir justement, de pas trouver les mots et de finir par avoir un geste qui les a amenés jusqu'à cette case prison. Et ça nous interroge beaucoup sur la prévention faite évidemment en amont, dans la mesure où quand vous voyez une femme qui, face à un harcèlement venant de sa mère, tout ce qu'elle a trouvé à faire, c'est finalement prendre son couteau de cuisine et sur sa mère, ça dit qu'il y a un truc qu'on a raté quand même. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas pu appeler à l'aide? Pourquoi ça n'existait pas, ou peut-être que ça existait et qu'elle ne le savait pas, mais en tout cas, la solution qu'elle a trouvée, c'était quelque part de compter sur elle-même pour que ça s'arrête. Et voilà, une femme qui vit ça et qui en arrive là, elle se retrouve en prison. Si rien n'est fait dans un accompagnement au quotidien, si on ne travaille pas avec elle, et sans doute dans un quotidien, et sûrement pas derrière une table à se dire, voilà, on va vous proposer des entretiens psychologiques, alors qu'elles ont
sont voilà dans leur culture, dans leur pratique, dans leur estime d'elles-mêmes. Ils vont pas se dire je vais voir un psy moi. Comment est-ce qu'on peut à travers leur quotidien les accompagner pour pouvoir réfléchir avec elles voilà quels sont leurs besoins et surtout leur montrer un immense respect, de la bienveillance et de travailler avec elles pour leur montrer qu'elles comptent pour quelque chose quoi et qu'il y a un possible à l'extérieur et qu'il y a une suite possible. Oui, clairement, c'est quand même le milieu carcéral, il a quand même 20-30 ans de retard sur ce qui peut évoluer à l'extérieur. Donc, lié à l'âge, je l'ai eu beaucoup autour de 30 ans ou quelque chose comme ça. C'était, voilà, être femme et jeune, voilà, une parole, c'était quand même difficile de pouvoir la mettre en avant. Ça, maintenant, c'est bon. Sur l'âge, ça, j'y ai gagné beaucoup. Maintenant, sur le fait d'être femme, clairement, dans l'autorisation que certaines personnes, certains hommes en particulier, dans le monde professionnel carcéral, ce qu'ils se permettent et qu'ils ne se permettraient pas. Ça, c'est très très clair. Moi, j'ai eu ça fait 10 ans sur le milieu carcéral que régulièrement, j'ai eu des problématiques de me prendre des coups de fil ou me hurler dessus, voilà, pour différentes raisons. C'est des collègues qui s'en sont déjà pris quand même beaucoup. Ça a été jusqu'à... Voilà, c'est des petits épisodes, hein, mais quand quelqu'un vous dit bien sûr, prenez le bureau, j'ai l'habitude de laisser priorité aux sexes faibles, c'est des choses qu'on entend encore aujourd'hui. Donc c'est des remarques de tout sens où c'est des collègues qui disent quand je suis avec mon collègue homme, telle personne dans la prison me dit bonjour, dès que je suis toute seule, c'est terminé. Ou une collègue qui est assez petite en taille, qui, voilà, les agents faisaient toujours exprès, enfin certains évidemment, hein, faisaient exprès de lui donner un casier à l'entrée le plus haut possible pour qu'elle n'y arrive pas. On a une accumulation comme ça de problématiques, voilà, qui sont clairement, alors c'est pas du tout au quotidien, il y a plein de choses, plein de gens évidemment, là on prend spécifiquement des problématiques, mais oui, ça nous arrive et ça arrive encore, et je trouve qu'il y a une façon de, pas forcément de nous aborder, mais de se permettre de dire que voilà, on est les dernières des connes, j'allais dire, et qu'en disant ce qu'on dit, qui n'arriverait pas de la même manière, quoi. Et encore, moi, je me sens, voilà, je suis peut-être femme, mais privilégiée, blanche, enfin, j'ai plein de voilà, d'avantages, on va dire, sur d'autres, et malgré ça, je le ressens encore régulièrement, voilà, une forme de misogynie, en tout cas, qui est bien présente chez certains, c'est sûr. Mais déjà, avant de travailler en prison, j'ai eu beaucoup de temps, moi, d'interviews de femmes consommatrices et qui, d'une part, pouvaient mettre en avant que c'était très très difficile de parler de leur consommation parce que tout de suite, la stigmatisation était très importante, qu'elles étaient beaucoup plus jugées que les hommes, parce qu'on peut pas être en même temps que les représentations qu'on a des femmes et le fait qu'elles sont dans quelque chose qui pourrait s'apparenter soit à l'autodestruction, soit au fait qu'elles s'occupent pas de leurs enfants, etc., que ça colle tellement pas qu'elles vivaient voilà, fortement. Et en tout cas, moi, pendant tout un temps, j'ai posé des questions à des femmes consommatrices en leur demandant ça fait quoi d'être femme et d'arriver ici dans des lieux d'accueil différents, que ce soit c'était à Transit, c'était à Dune, enfin toutes ces... Et moi, j'ai toujours eu l'impression d'appuyer sur le bouton, l'interrupteur, et les larmes, elles sortaient à la minute de ma question. Enfin, c'était bon, ça valait des grandes discussions, mais donc clairement le côté voilà, femme et consommation, je l'ai beaucoup vu, beaucoup entendu. Et femmes incarcérées, c'est certain que ça joue un rôle de plus, surtout dans leur parcours de vie, je pense, par la suite, peut-être pas pendant leur incarcération. Maintenant, pendant leur incarcération, on parlait de rapports de domination. Moi, ça me pose question, en tout cas, de voir les femmes qui sont en prison en France sont surveillées par des agents pénitentiaires uniquement femmes. Je sais pas si c'est mieux ou moins bien, parce qu'il y a évidemment aussi plein d'hommes qui sont agents pénitentiaires qui sont hyper bienveillants et qui sont voilà, qui sont prévenants et où tout se passe bien. Mais par contre, quand il y a des abus ou des choses très très limites, et on en rencontre régulièrement, eh bien, voilà, on rajoute évidemment une couche dans les problématiques existantes, et quand elles sont vraiment face à des problématiques importantes, elles veulent rarement porter plainte, le dire, voilà, très vite, on laisse passer, et ça pose beaucoup de questions, voilà, dans ce domaine-là, de se dire mais alors comment on agit avec elles, comment est-ce qu'on arrive à les soutenir pour qu'elles aillent voir la direction, pour expliquer ce qui s'est passé, et parfois c'est des choses qui sont pas du tout dirigées contre ces femmes, hein, c'est je pense à
à des agents qui n'osaient pas appeler un médecin parce que le médecin allait ne pas être content parce que c'était hors des heures, enfin c'était des heures de garde, hein, mais et donc qui voulait vérifier si cette femme disait bien qu'elle avait le problème qu'elle disait, et donc qui arrive sur des questions d'intimité importantes et qui étaient tout à fait hors de propos. Mais donc ça fait toutes des formes de violence spécifiques qui sont pas toujours dû au fait que ça soit contre elle, mais le système n'est pas non plus fait pour faciliter le travail des uns et des autres. Donc oui, je crois que dans leur réinsertion, nous on les voit pas évidemment après, mais dans leur réinsertion, ça doit être c'est de toute façon compliqué avec le casier judiciaire. Je sais pas si ça allait plus pour un homme ou pour une femme, mais en tout cas. Ils disent souvent, mais voilà, il faut qu'on parle de nous, on n'est pas des monstres, on nous voit toujours comme vraiment, comme si on était, mais forcément des criminels, et comme si on avait tué tout le monde sur notre passage, et que on a un parcours de vie, nous aussi on ressent des choses, nous aussi on peut faire du bien aux autres. Au début de la pandémie, certaines disaient, mais nous on veut aider, on peut rien faire, moi je voudrais sortir et aller aider, il y a des choses à faire partout. Et donc c'est vrai qu'être réduite, en fait, déjà les femmes consommatrices, elles sont réduites souvent à leur consommation, mais alors l'incarcération réduit aussi à leur statut de détenue, et donc détenue et consommatrice ensemble, évidemment, ça fait beaucoup.